La nuit tombe sur Amsterdam. Dans un entrepôt, la police saisit une cargaison de cocaïne d'une valeur astronomique. C'est un coup dur pour la Mokro Mafia, mais son chef, Othman El Balouti, reste introuvable. Son empire s'étend d'Amsterdam à Anvers et Bruxelles. Qui est vraiment cet homme surnommé El Patron? Son visage s'affiche sur tous les avis de recherche. Son nom est sur toutes les lèvres. Dans les rues sombres et délabrées d'un quartier défavorisé de Belgique, un jeune garçon nommé Othman El Balouti voit le jour en 1985. L'odeur âcre de l'urine et des ordures imprègne l'air, tandis que le bruit constant des sirènes de police et des cris de disputes familiales résonnent entre les immeubles décrépits. Qui aurait pu prédire que cet enfant des rues deviendrait un jour le plus grand trafiquant de cocaïne d'Europe? Dès son plus jeune âge, Othman est confronté à la dure réalité de la vie dans les quartiers difficiles. La pauvreté est omniprésente et la violence domestique fait partie de son quotidien. Les cris et les coups résonnent dans les murs fins de l'appartement familial, laissant des cicatrices invisibles mais profondes sur le jeune garçon. À l'âge de 12 ans, Othman prend une décision qui changera le cours de sa vie. Désespéré de subvenir aux besoins de sa famille, il commence à dealer de la drogue dans les rues qu'il connaît si bien. C'est un monde dangereux pour un enfant, mais Othman s'y adapte rapidement. Son intelligence vive et son charisme naturel le font rapidement remarquer dans le milieu. Les années passent et à 16 ans, Othman El Balouti n'est plus un simple dealer de rue. Il est déjà à la tête d'un petit réseau de distribution. Son ascension rapide attire l'attention de la police locale, qui tente à plusieurs reprises de l'arrêter. Mais Othman n'est toujours un pas en avance, disparaissant comme un fantôme chaque fois que les autorités pensent l'avoir coincé. C'est à l'âge de 20 ans qu'Othman El Balouti franchit un nouveau palier dans le monde du crime organisé. La Mokro Mafia, une organisation criminelle redoutable opérant entre les Pays-Bas, la Belgique et le Maroc, repère le potentiel du jeune homme. Il voit en lui un diamant brut, un talent capable de propulser leur organisation vers de nouveaux sommets. La Mokro Mafia contacte Othman et lui fait une offre qu'il ne peut refuser. C'est une opportunité en or pour le jeune homme ambitieux, une chance de s'élever au-dessus de la misère qu'il a vu naître. Sans hésiter, Othman accepte l'offre, ignorant que cette décision allait sceller son destin et le conduire sur un chemin sans retour. L'ascension d'Othman El Balouti est le résultat d'un mélange complexe de facteurs. Son intelligence exceptionnelle lui permet de naviguer dans les eaux troubles du crime organisé avec aisance. Son charisme naturel lui attire la loyauté de ses subordonnés et le respect de ses rivaux. Son ambition dévorante le pousse toujours à viser plus haut, à prendre des risques que d'autres jugeraient insensés. Mais c'est peut-être son enfance difficile qui joue le rôle le plus crucial, alimentant une faim insatiable de succès et de richesse, et le rendant capable de faire face aux aspects les plus sombres du monde criminel sans ciller. En seulement 5 ans, Othman El Balouti, âgé de 20 ans, révolutionna le trafic de drogue en Europe. Son ascension fulgurante au sein de la Mokro Mafia stupéfia même les membres les plus aguerris de l'organisation criminelle. El Balouti se démarqua rapidement par son intelligence tactique exceptionnelle. Il innova constamment dans les méthodes de transport de drogue, utilisant des technologies de pointe pour créer des systèmes de dissimulation sophistiqués. Il développa des véhicules modifiés avec des compartiments secrets, des drones furtifs pour les livraisons transfrontalières et même des sous-marins miniatures pour les trajets maritimes. Son réseau s'étendit rapidement à travers l'Europe, fonctionnant comme une multinationale clandestine. El Balouti établit des connexions solides avec les cartels colombiens, s'assurant un approvisionnement constant en cocaïne de haute qualité. Sa réputation de fiabilité lui valut le surnom d'El Patron dans le milieu criminel. L'une des innovations les plus audacieuses d'El Balouti fut l'utilisation de crypto-monnaies pour le blanchiment d'argent. Il créa un réseau complexe de transactions électroniques, rendant le suivi des flux financiers presque impossible pour les autorités. Cette méthode attira l'attention d'autres organisations criminelles, renforçant sa position dans la pègre européenne. Sa capacité à anticiper les mouvements des forces de l'ordre était remarquable. El Balouti avait infiltré les agences de police et les douanes, lui permettant d'être toujours un pas en avance. Cette information précieuse lui permettait d'adapter constamment ses itinéraires et ses méthodes, échappant systématiquement aux raids et aux saisies. En 5 ans, El Balouti devint l'un des plus grands importants trafiquants de cocaïne d'Europe. Son empire s'étendait sur plusieurs pays, générant des profits estimés à plusieurs centaines de millions d'euros par an. Europol le plaça en tête de sa liste des criminels les plus recherchés. Cependant, cette ascension avait un prix. El Balouti vivait dans une paranoïa constante, changeant régulièrement de domicile et ne dormant jamais 2 nuits de suite au même endroit. Ses relations personnelles étaient inexistantes, sacrifiées sur l'autel de son ambition démesurée. La pression s'intensifiait alors qu'Europol coordonnait une vaste opération impliquant plusieurs pays, resserrant lentement l'étau autour de lui et de son organisation. L'étau se resserrait autour d'Othman El Balouti, mais son empire criminel n'avait jamais été aussi florissant. Alors que les autorités européennes intensifiaient leurs efforts pour le capturer, El Patron, comme on l'appelait désormais, régnait sur un vaste réseau qui s'étendait bien au-delà du simple trafic de cocaïne. La question qui se posait était: que signifiait réellement être à la tête d'un empire criminel valant des milliards d'euros? Pour El Balouti, cela signifiait un contrôle quasi total sur le trafic de cocaïne d'une grande partie de l'Europe. Son organisation était devenue une véritable multinationale du crime, employant des milliers de personnes à différents niveaux de la chaîne. Du petit dealer de rue au comptable chargé de blanchir l'argent, en passant par les logisticiens gérant les routes de la drogue, chacun avait un rôle précis à jouer dans cette machine bien huilée.
Mais El Patron ne s'était pas contenté de dominer le marché de la cocaïne. Il avait diversifié les activités de la mocro-mafia, ajoutant le blanchiment d'argent, le trafic d'armes et la prostitution à son portefeuille criminel. Cette diversification avait porté ses fruits, sa fortune personnelle étant désormais estimée à plusieurs centaines de millions d'euros. Pourtant, derrière cette façade de succès se cachait une réalité bien plus sombre. La paranoïa s'était progressivement installée dans l'esprit d'El Balouti. Les tentatives d'assassinat se multipliaient, venant aussi bien de rivaux que d'anciens alliés. Dans ce monde impitoyable, la confiance était devenue une denrée rare, presque inexistante. Un soir, dans sa villa luxueuse sur la Costa del Sol, El Patron sursauta au bruit d'une branche cassée dans le jardin. En quelques secondes, ses gardes du corps envahirent la pièce, armes au poing. Ce n'était qu'un chat errant. Mais El Balouti passa le reste de la nuit éveillé, scrutant les ombres. El Balouti ne faisait plus confiance à personne, pas même à sa propre famille. Ses proches, autrefois source de réconfort, étaient désormais perçus comme des menaces potentielles. Cette méfiance constante l'isolait de plus en plus, le transformant en un homme seul au sommet d'un empire bâti sur la peur et la violence. Le prix à payer pour régner sur un tel empire était élevé, non seulement en termes de sécurité personnelle, mais aussi de santé mentale. El Balouti vivait dans un état de stress permanent, toujours sur le qui-vive, incapable de baisser sa garde ne serait-ce qu'un instant. Le luxe qui l'entourait était devenu une prison dorée, chaque villa somptueuse un nouveau bunker. La chute d'Othman El Balouti, le redoutable parrain de la mocro-mafia, a commencé en 2020 lorsque Europol, la police belge et la police néerlandaise ont lancé une opération d'envergure. Cette alliance inattendue a marqué le début de la fin pour l'empire criminel d'El Balouti. L'enquête a pris un tournant décisif grâce à deux éléments clés. D'abord, des informateurs au sein même de l'organisation ont commencé à parler, fournissant des informations cruciales sur le fonctionnement interne du réseau. Ensuite, une avancée technologique majeure a permis aux autorités d'intercepter des millions de messages cryptés via le piratage d'EncroChat, une plateforme de communication supposée inviolable utilisée par de nombreux criminels. Armés de ces nouvelles informations, les autorités ont méthodiquement démantelé le réseau d'El Balouti. Ses lieutenants les plus fidèles sont tombés les uns après les autres, affaiblissant considérablement la structure de l'organisation. Sentant l'étau se resserrer, El Balouti a pris la fuite. Il s'est d'abord réfugié en Amérique du Sud, puis au Moyen-Orient, pensant y trouver un havre de paix. C'est finalement à Dubaï qu'il a trouvé refuge, croyant pouvoir disparaître parmi les gratte-ciels étincelants et les yachts luxueux. Mais même dans ce paradis artificiel, El Patron n'était pas à l'abri. La traque s'est intensifiée, les autorités resserrant leurs filets autour de lui. Une simple erreur de l'un de ses proches a suffi pour le localiser. Un appel téléphonique imprudent, un message mal sécurisé, et soudain, la cachette du criminel le plus recherché d'Europe était révélée. Le 26 novembre 2022, la tension a atteint son paroxysme. La police de Dubaï, en coordination avec Europol, a investi un hôtel de luxe de la ville. Dans une suite somptueuse, symbole ultime de sa richesse mal acquise, Othman El Balouti a été arrêté. L'ironie était frappante. Le refuge qu'il avait choisi pour sa sécurité était devenu son piège final. L'homme qui avait régné sur un empire de plusieurs milliards d'euros s'est retrouvé menotté, confronté à la justice qu'il avait si longtemps défiée. Cette arrestation spectaculaire a marqué la fin d'une ère pour la mocro-mafia et a démontré que même les criminels les plus puissants peuvent finalement être rattrapés par leurs actes. L'arrestation d'Othman El Balouti a créé un vide de pouvoir sans précédent dans le monde criminel européen. La chute de celui qu'on surnommait El Patron a déclenché une série de réactions en chaîne, bouleversant l'équilibre fragile qui régnait jusqu'alors dans les bas-fonds du continent. Dans les semaines suivantes, une guerre des gangs a éclaté au sein de la mocro-mafia. Des règlements de comptes sanglants ont eu lieu dans plusieurs villes européennes, notamment à Anvers, Amsterdam et Marseille. Le marché de la drogue a connu des turbulences, avec une hausse du prix de la cocaïne passant de 28 000 à près de 40 000 euros le kilogramme en quelques mois. À Anvers, la famille Verstraeten a vécu de près les conséquences de ce chaos. Mark Verstraeten, propriétaire d'un petit café, a vu son établissement devenir le théâtre d'affrontements entre factions rivales. Un soir, deux groupes armés ont fait irruption. Ils ont tout détruit, j'ai failli tout perdre, raconte-t-il encore sous le choc. La 'Ndrangheta a profité de la situation pour étendre son influence. Selon Europol, elle aurait pris le contrôle de près de 30% du trafic de cocaïne en Belgique et aux Pays-Bas en moins d'un an. Face à cette reconfiguration, les forces de l'ordre ont lancé l'opération Phoenix, une task force internationale coordonnée par Europol. Les résultats ont été rapides. 87 anciens associés d'El Balouti ont été arrêtés, dont Rachid El Adawi, le comptable. Certains membres ont choisi de collaborer avec la justice, comme Karim Benzaouia, dont les révélations ont permis de démanteler plusieurs cellules de la mocro-mafia en France et en Espagne. Cette vague de collaboration a eu un impact considérable. Selon la DGSI, le volume des transactions de drogue impliquant plus de 100 kg de cocaïne a chuté de 60% dans l'année suivant l'arrestation d'El Balouti. Cependant, de nouveaux acteurs plus discrets ont émergé, rendant le travail des enquêteurs plus complexe. Alors que le paysage criminel européen continue de se recomposer, une nouvelle bataille se profile à l'horizon.
El Balouti, depuis sa cellule, prépare sa défense pour un procès qui s'annonce historique. Les autorités judiciaires s'attendent à ce que cette affaire révèle les rouages les plus secrets du trafic de drogue international, ouvrant potentiellement la voie à de nouvelles investigations et arrestations. Le silence tomba sur la salle d'audience lorsqu'Othman El Balouti fit son entrée. Menotté et encadré par des policiers lourdement armés, l'ancien baron de la drogue affichait un air de défi. Son regard balaya l'assemblée, s'arrêtant brièvement sur les procureurs qui allaient tenter de le faire tomber. Le procès du siècle venait de commencer. Dans les mois qui suivirent, le palais de justice de Bruxelles se transforma en théâtre d'une bataille juridique acharnée. Les révélations s'enchaînaient, chacune plus explosive que la précédente. Hassan Mezour, ancien lieutenant d'El Balouti, livra un témoignage accablant, décrivant en détail le fonctionnement interne de l'organisation criminelle. Il révéla l'existence d'un réseau de corruption au sein même des forces de l'ordre, impliquant des policiers de haut rang. Un expert en crypto-monnaie expliqua comment El Balouti utilisait le bitcoin pour blanchir des sommes colossales. Un ancien docker du port d'Anvers décrivit le système sophistiqué mis en place pour faire entrer la drogue en Europe. Chaque témoignage ajoutait une pièce au puzzle, dressant le portrait d'une organisation criminelle d'une ampleur inédite. Mais la Mokromafia n'était pas restée inactive. Des rumeurs circulaient sur des tentatives d'intimidation de témoins. La tension atteignit son paroxysme lorsqu'un témoin clé, ancien comptable de l'organisation, fut retrouvé mort dans sa cellule la veille de son audition. Officiellement, il s'agissait d'un suicide, mais cette mort souleva de nombreuses questions. Face à cette montagne d'accusations, El Balouti maintenait une posture de défi. Il affirmait être victime d'un vaste complot impliquant les services de renseignement de plusieurs pays européens. Ses avocats, parmi les plus réputés d'Europe, mettaient en place une stratégie de défense agressive, tentant de discréditer les témoins à charge et contestant la légalité de certaines preuves. Les procureurs, déterminés à obtenir une condamnation exemplaire, présentaient des milliers de pages de preuves, dont des messages cryptés interceptés grâce au piratage du réseau Encrochat et des relevés bancaires détaillant des transactions suspectes. L'attention médiatique ne faiblissait pas, les procès captivant l'opinion publique et alimentant les débats sur la lutte contre le crime organisé. Alors que le procès d'Othman El Balouti entre dans sa phase finale, une question plus large plane sur l'Europe. Que reste-t-il réellement de l'empire du célèbre baron de la drogue? La chute d'El Patron n'a peut-être pas sonné le glas de son organisation comme beaucoup l'espéraient. Des signes inquiétants suggèrent que le réseau criminel continue de prospérer sous de nouvelles directions. Selon des sources au sein de la DGSI, plusieurs lieutenants d'El Balouti auraient pris les rênes de différentes branches de l'organisation. Ahmed Zouaoui, surnommé le fantôme, serait devenu le nouveau cerveau du trafic de cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Europe, modernisant les méthodes de transport avec des conteneurs équipés de systèmes de refroidissement sophistiqués. Le nom d'El Balouti continue de résonner dans les rues d'Anvers et au-delà. Des graffitis à son effigie sont apparus dans plusieurs quartiers sensibles, témoignant de son statut d'icône pour une partie de la jeunesse désœuvrée. Cette fascination inquiète les autorités, qui craignent que le mythe d'El Patron ne pousse une nouvelle génération vers le crime organisé. Face à ces menaces, la police reste en état d'alerte maximale. L'opération Phoenix, mise en place après la chute d'El Balouti, a été prolongée indéfiniment. Cette task force internationale, regroupant des agents d'Europol, de la DEA américaine et de plusieurs pays européens, continue de tracer les ramifications du réseau criminel. L'inspecteur principal Jean-Marc Dufour, de la police fédérale belge, explique: Nous avons des raisons de croire qu'une partie significative de l'argent d'El Balouti est toujours en circulation. Nos équipes travaillent sans relâche pour tracer ses flux financiers, mais c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. L'héritage d'El Balouti s'étend au-delà du monde criminel. Plusieurs projets de livres et de films sur sa vie sont en préparation, suscitant la controverse. Certains craignent que cela ne contribue à glorifier sa figure, tandis que d'autres y voient une opportunité de sensibiliser le public aux dangers du crime organisé. La question qui agite le plus les esprits concerne la possible succession d'El Balouti au sein de la Mokromafia. Plusieurs théories circulent, certains pensant qu'un triumvirat aurait pris le contrôle de l'organisation, d'autres suggérant qu'El Balouti continuerait à tirer les ficelles depuis sa cellule. L'histoire d'Othman El Balouti, surnommé El Patron, révèle les défis persistants dans la lutte contre le trafic de drogue en Europe. Son arrestation en 2023 a marqué un tournant, mais le marché de la drogue continue d'évoluer malgré les efforts des autorités. Les experts soulignent la résilience des réseaux criminels, qui s'adaptent rapidement. Le parcours d'El Balouti, de son enfance difficile à sa chute spectaculaire, soulève des questions profondes sur les facteurs sociaux qui contribuent à l'émergence de tels criminels.